Celle-là, on la connaît. Ouais. Et celle-là? Oui, on la connaît celle-là. Et celle-là? Oui, on la connaît. Et la grande, là, on la connaît? Quoi, la Lune? Berthier, pourquoi vous voulez savoir tout ça? En fait, j'ai ce super nom que j'aimerais donner à une étoile qui n'a pas encore été découverte. Hyperion 3000. Ça en jetterait. Berthier? À quoi ressemblera le télescope de demain? Point d'interrogation. Ben, vous voyez ça, monsieur Ranu, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Parce que moi, si je veux découvrir Hyperion, comment je fais? Alors déjà, Berthier, vous vous calmez, puis vous m'écoutez. En 2013, des chercheurs britanniques ont découvert le plus vieux calendrier du monde dans l'est de l'Écosse. Selon les historiens, l'observation des astres remonterait probablement au Paléolithique, même si aucune preuve tangible n'existe concrètement. Il s'agit d'un monument vieux d'environ 10 000 ans qui aurait été créé par les chasseurs-cueilleurs afin de suivre les différentes phases de la Lune et ainsi de se repérer dans le temps. Mais c'est vraiment au cours du Néolithique, lorsque l'homme découvre l'agriculture, que se développe vraiment l'astronomie, notamment dans le but de créer des calendriers toujours plus précis afin de mieux anticiper les saisons. Les vestiges datant de cette époque, comme Stonehenge en Angleterre ou Nat Playa en Égypte, pourraient être, selon les interprétations, soit des monuments de culte religieux, soit de véritables observatoires astronomiques. Les premiers du genre. Dans tous les cas, ceux-ci témoignent d'une véritable fascination des hommes pour le ciel il y a déjà plusieurs millénaires. Celle-ci sera poursuivie par les grandes civilisations qui peupleront différents endroits de la Terre à l'Antiquité. Tous ces grands peuples qui dominaient à leur époque une partie de la planète partageaient tous un point commun, leur excellente connaissance du ciel. L'astronomie continue à se développer en Grèce antique avec l'arrivée des premiers principes mathématiques et tisse petit à petit des liens avec la philosophie. Connaître les astres, c'est mieux connaître la Terre et ce qui l'entoure. C'est également à cette époque qu'apparaîtront les premiers instruments d'observation et de mesure. Regardez, monsieur Ranu. On prend un microscope sur lequel on met une longue vue, sur lequel on met une loupe et une paire de jumelles. Et on appelle ça le Berthioscope Viper Mark I. Je vais vous emmener voir un spécialiste, Berthier. Ouais, je sais, on me le dit parfois, mais en fait, dans le cadre de... Un astronome, Berthier. Les instruments développés ou améliorés par les Grecs de l'Antiquité seront utilisés jusqu'à la fin du Moyen-Âge, période tristement vide pour l'astronomie en Europe, mais très fructueuse en Orient. Néanmoins, l'absence de nouveaux instruments d'observation se fait sentir, et l'astronomie semble stagner doucement pendant plusieurs siècles. L'invention de la lunette astronomique, à la fin du XVIe siècle, marque un tournant décisif. Grâce à elle, les savants peuvent observer de nouvelles choses dans le ciel. Quelle nouvelle constellation je vais bien pouvoir trouver aujourd'hui? Monsieur Ranu! Monsieur Ranu! Galilée décrit les phases de Vénus et découvre l'existence de 4 lunes orbitant autour de Jupiter. Simon Marius redécouvre la galaxie d'Andromède, notre voisine. Toutes ces découvertes sont un véritable bouleversement. Le modèle héliocentrique prend le dessus sur le modèle géocentrique. De moins en moins, la Terre, voire même le système solaire, semble faire figure d'exception dans notre vaste univers. Depuis lors, le développement des instruments de mesure s'est fait de manière exponentielle. Les avancées de l'anglais Isaac Newton ont permis la création du télescope. Ce joujou remplace le système de lentilles de la lunette astronomique par un grand miroir. Mais l'objectif reste le même, récolter plus de lumière des astres pointés pour les observer plus en détail. Et plus un télescope est grand, plus il peut recevoir de lumière. J'ai vu votre télescope, il en jette, hein, N'est-ce pas? Et alors? il est cool. Ouais. Sauf que c'est pas un télescope. C'est un instrument qui est monté sur un système de lentilles. Donc la lumière va traverser les lentilles et donc c'est une lunette astronomique. À quoi ça sert ces instruments concrètement? Observer le ciel, donc on va voir des étoiles, on va observer les planètes. Et puis dans les plus grands observatoires du monde, on va pouvoir voir des nébuleuses, des galaxies, et puis aussi des choses qui sont
invisibles à l'œil, des signaux qui viennent de l'espace si les instruments sont adaptés pour ça. Et comment on pourrait augmenter les performances des instruments actuels? On va pouvoir essayer d'améliorer encore, d'augmenter encore le diamètre des télescopes, parce que plus le diamètre d'un instrument est grand, plus il va pouvoir collecter des parties infimes de lumière émises par les astres. Ça agit un peu comme un entonnoir finalement, mais il y a tout un tas de problèmes technologiques qui se posent. Le télescope peut se déformer au fur et à mesure où son diamètre augmente parce qu'il est de plus en plus lourd. Puis il y a beaucoup d'autres choses à faire encore, le travail en réseau, l'observation de mêmes astres avec des instruments différents. Donc il y a encore tout un pan de l'astronomie qui est dédié à l'amélioration des techniques instrumentales, et c'est encore un des domaines d'avenir. Parce qu'il faut continuer à s'affranchir des effets de l'atmosphère, il faut encore continuer à envoyer des instruments d'observation dans l'espace. Donc c'est tout un domaine qui est vraiment passionnant et sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Des télescopes de plus en plus gros se sont donc construits partout dans le monde, jusqu'à des modèles immenses comme le Very Large Telescope, un gigantesque complexe construit dans le désert d'Atacama, au Chili. Le Very Large Telescope? Le très grand télescope? C'est ça le nom? Les amateurs. Toutefois, il existe une limite à la taille des télescopes que l'on peut construire. La surface du miroir contenu dans un télescope ne doit présenter absolument aucun défaut pour que celui-ci fonctionne. Or, si l'on utilise un miroir trop gros, donc trop lourd, celui-ci se déformera sous l'effet de son propre poids. Alors, comment faire pour contrer ce problème? Certains astronomes travaillent sur de nouveaux concepts de télescopes comme l'hypertélescope, imaginé par le français Antoine Labeyrie. Ce concept reprend celui de certains télescopes actuels, qui est de reconstituer la lumière captée par plusieurs grands miroirs pour en faire une image unique, ce qui reviendrait en quelque sorte à utiliser un très grand miroir. Et on dit que la taille ne compte pas. L'idée derrière l'hypertélescope serait d'utiliser une myriade de tout petits miroirs habilement positionnés pour atteindre la même résolution qu'un immense miroir traditionnel. L'hypertélescope sera-t-il une révolution à l'image de la lunette astronomique? L'avenir nous le dira. La deuxième solution pour voir plus loin est d'envoyer un télescope directement dans l'espace. On s'affranchit ainsi de l'atmosphère terrestre qui agit comme une sorte de brouillard sur nos instruments de mesure. C'est le cas du télescope spatial Hubble, actuellement en orbite autour de la Terre, et du futur James Webb Space Telescope. Et certains chercheurs travaillent d'ores et déjà sur l'après, en étudiant les possibilités d'envoyer le High Definition Space Telescope. Son miroir principal ferait 12 mètres de diamètre, contre 6,5 pour James Webb et 2,4 pour Hubble. Et du coup, il reste plein de choses à découvrir. Oh oui, plus que vous ne pouvez l'imaginer, Berthier. L'Empire Hyperion. Et celle-là, on la connaît? Mais c'est pas